participatif, enfin, c'est tout simplement la donation, hein, parce que toute collecte est participative par définition, mais le fait de le passer par Internet, oui, ça peut donner un accélérateur puissant et une extension de périmètre, mais c'est beaucoup de travail, il faut reconnaître, c'est beaucoup de travail. Donc c'est limité. Votre conclusion, c'est que c'est limité. Pour moi, pour nous, oui. Moi, j'en ferai plus, par exemple. Oui, parce que je veux dire, là, on parle d'un certain type de financement, en fait, on va dire de l'immobilier. Mais à un moment donné, il y a aussi, peut-être, il y avoir aussi un modèle économique qui permette de financer la poursuite, finalement, de l'activité. Enfin, oui, après, c'est un autre sujet. Par une activité, ça c'est le sujet. C'est la notion de projet derrière, c'est qu'effectivement, le dit projet peut-être a but, si ce n'est lucratif, en tout cas de faire fonctionner l'affaire. Moi je sais qu'en tant que maître d'œuvre, j'ai participé à on parlait de granges justement, d'une grange qui effectivement servait à l'époque à stocker le grain et puis dessous les bêtes étaient, enfin c'était dans la baignoire. Aujourd'hui c'est une magnifique salle pour les réceptions de mariage. En plus, elle a des voûtes en pierre, pierre et briques. Enfin, je veux dire, c'est un très beau sujet. Effectivement, la reconversion, enfin, c'est une opération en revanche qui s'est faite sans demande de subvention, parce que le projet en fait de salle de réception, compte tenu du contexte dans lequel elle était, a permis finalement de générer les financements. Des viables économiques. Donc, elle a aussi trouvé son équilibre. Nous, on n'a rien trouvé de viable pour financer les travaux de les centaines et les centaines de milliers d'euros à dépenser. On parle de ces projets un petit peu exceptionnels, hein, comme les vôtres, mais il existe aussi tous les autres projets qui sont menés par des particuliers, par des entreprises. Enfin, finalement, il existe aussi tout un patrimoine, le patrimoine vernaculaire commun, et c'est celui qui est finalement celui qu'on voit de tous les jours. Et qui est finalement financé par tous les citoyens. Mais dont les sources de financement peuvent être aussi assez voisines, au fond. Parce que les collectivités peuvent y participer, les particuliers également, les entreprises aussi, et le bénévolat également. Le bénévolat, c'est un point important. J'ai l'exemple de Buire-au-Bois, petite église qui est restée fermée 13 ans. 13 ans. Et elle a pu réouvrir. Pourquoi? Alors oui, il y a eu Mission Berne, oui, il y a eu le département, oui, il y a eu la région, oui, mais aussi parce que les habitants, pendant plusieurs années, ont repeint eux-mêmes la statuaire, ont nettoyé le parquet eux-mêmes, ont fait des animations, parce que donner, il faut encore une fois avoir envie de donner. Et je me souviens de manifestations avec costumes d'époque, encore une fois, dans un village de quelques centaines d'habitants. Et c'est ça qui... Donc le bénévolat, encore une fois, je reviens dessus, est une source de financement qu'il ne faut pas négliger. C'est pas cynique hein, de dire ça, c'est juste que c'est la vérité. Mais vous avez raison de dire que le modèle économique est en train de changer. Moi, je vais prendre un exemple qui est la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, en fait. Ah oui, bien sûr. Vous avez dû en entendre parler, bien entendu. Il y a un partenariat privé issu d'associations, où il y a une partie de la chartreuse qui a été dédiée à des projets sociétals, en fait, sur une animation culturelle, puisque c'est un centre culturel de rencontre, un CCR. Et il y a une autre partie, en fait, qui est le genre de chartreux, qui reste une partie privée en défiscalisation, parce que c'est un mouvement inscrit, donc il y a une part de défiscalisation. Et c'est l'équilibre des deux, très complexe, hein, qui a duré 13 ans, à essayer de dénouer l'engouement de l'association pour essayer de aussi lui imposer un modèle pour créer une fondation, c'est-à-dire que les biens publics, les financements, les deniers publics qui soient inscrits dans ce patrimoine ne partent pas vers le privé, mais plutôt sur la collaboration du CCR, et puis que la partie privée, effectivement, reprenne son essor. Et les deux réunis, c'est ce qui a permis de sauver la chartreuse, sinon c'était impossible. Moi j'ai un autre exemple, un peu de... c'est à Laon, en fait l'ancien conservatoire de Laon qui a été transformé. Alors là, c'est en utilisant finalement la défiscalisation par le Malraux, d'un bâtiment qui était effectivement, et donc ça a été effectivement transformé en logement. Alors il reste, dans ce projet-là, il reste encore l'ancienne chapelle qui est restée en fait un élément, mais il a quand même trouvé son équipe, il a été resté, enfin, la chapelle a été restaurée dans son, on va dire, son clos couvert, en attendant qu'elle puisse trouver une destination, mais c'est le financement finalement de tout le reste, avec la défiscalisation, qui a permis de rendre ce projet-là viable et possible globalement. Je veux dire, là encore une fois, il y a à un moment donné des effets et de complexité et d'aller-retour entre les différents partenaires qui permettent vraiment de faire un projet qui arrive aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres, des questions, des besoins d'éclairage complémentaires? On n'a que très partiellement
aborder le sujet, hein, j'en ai conscience. Moi j'avais quelques questions, quelques commentaires sur par exemple les financements publics-privés, par exemple le département. Pour moi, sur les bâtiments privés classés, il ne peut pas cumuler subventions État et subventions régionales ou départementales, par exemple. Ça dépend, vous êtes dans le département du Nord, Ouais. parce que ça dépend de la politique du département Tout à du fait, Nord. mais je parle du Nord. Si je prends l'exemple du Pas-de-Calais, parce que c'est mon territoire de travail professionnel en fait, le département du Pas-de-Calais a choisi de ne pas cofinancer directement les privés, qu'ils soient monuments historiques. Oui, tout à fait. Voilà. Mais par exemple, la région, c'est la première année, c'est la première fois qu'on a travaillé avec Raphaël, et c'est la première année que la région nous accompagne sur un projet de restauration. Et, parce qu'ils ont une possibilité dans leur rapport cadre, en fait, d'intervenir à travers leur politique sur le privé. Parce que la région sincèrement, la région a complètement clarifié, et je dirais que c'est tellement lisible que vous allez sur le site de la région, vous avez absolument toute la politique de préservation du patrimoine. Sincèrement, c'est très bien fait. C'est dommage qu'il ne soit pas là, Raphaël Coppel, parce que c'est très bien fait. La région s'engage massivement en faveur du patrimoine. Protégé, non protégé, public, privé. oui, Donc tout le monde est concerné. Très clairement. Tout le monde est concerné. Bien, mais comme vous l'avez clarifié au début de votre intervention, j'ai trouvé que c'était très très bien de mettre ça au clair, que voilà, il y a les bâtiments protégés, c'est non protégé, public, privé, et que déjà en général, personne n'en parle. On parle juste de patrimoine et de subvention. Voilà, et c'est toujours très très vague et ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui met le doigt dessus. Tout à fait. Et la région a parfaitement mis ça au clair aujourd'hui. On sait exactement dans quelle case on est. Alors, on sait la limite maximale. Oui, on sait la limite et on sait aussi la temporalité parce qu'on sait que c'est 3 ans. Donc franchement, bravo à la région d'avoir mis ça au clair. C'est vrai que le département du Pas-de-Calais l'a fait, d'autres départements l'aident aussi, et voilà. Mais chacun doit après clarifier. Il y a beaucoup de départements, tous les départements, de régions qui aident les monuments historiques en plus de l'État. Et nous, en Haute-France, on ne le fait pas. C'est nouveau. C'est nouveau. On le fait, mais encore, c'est voilà. On peut effectivement. C'est pour ça que j'insiste aussi sur les collectivités, parce que pour beaucoup de porteurs de projets, surtout rural, la région est quand même un élément, le premier élément, il faut quand même le dire. Dans les partenaires dont on n'a pas parlé... Le petit patrimoine rural non protégé, commune de moins de 3000 habitants, sincèrement, il faut aller voir la région, c'est la première des choses à faire. C'est pas la collectivité de commune et après le département. Non, d'abord, il faut aller voir parallèlement. Si je peux me permettre, il y a la connaissance technique de l'organisation, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à travers en fait, les lois de décentralisation. L'échelon de territoire, c'est l'échelon qui va amener l'expertise, la technicité et l'orientation. La région, c'est un financeur. C'est un financeur. C'est pas des expertises techniques de terrain. Donc l'idée, c'est de travailler en collaboration. Encore une fois, le croisement, c'est l'essentiel. Vous êtes porteur de projet, vous avez un besoin de financement, vous devez voir le plus large possible. Mais il faut démarrer par l'échelon territorial local, en fait. Oui, ça me semble C'est la logique. première porte d'entrée. Toujours dans la dimension de projet, alors, il y a aussi un autre partenaire dont on n'a pas parlé, c'est l'établissement public foncier. Parce que dans des cas... Je ne connais pas bien. Oui, alors, parce que dans certains cas, moi je suis directeur du CLIE de l'Oise. Et on a passé une convention avec l'établissement public foncier donc, local, qui est Oise et Aisne, sur de la conservation de patrimoine, et dans laquelle, effectivement, c'est une convention en fait, qui joue sur ce qu'on appelle la minoration foncière. C'est-à-dire que l'établissement public foncier achète le bien, et quand alors quelquefois il dépollue, enfin, il y a un certain nombre d'opérations qui sont faites, qui sont elles aussi, qui contribuent à la minoration foncière, et ensuite ils revendent ce bien. Alors ça peut être à une collectivité, mais ça peut être des projets complexes, c'est à la fois du public et du privé. Et sur cette revente, il minore encore le foncier quand il est bâti par une minoration dite patrimoine dans le cas d'un patrimoine qui serait conservé. Alors c'est le cas en tout cas dans notre département et c'est une contribution de la subvention qui est de l'équivalent à de ce qu'il y a comme différence entre construire un bâtiment neuf et puis restaurer un bâtiment. Vous voyez, c'est une manière de compter le surcoût que ça pourrait représenter dans ces cas-là.
Et donc ça passe par des commissions. Alors, c'est pas encore un grand volume qu'on a aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est aussi, je dirais, des nouvelles pratiques. Alors, notamment, qui interviennent sur des friches. Et comme vous l'avez dit, c'est l'établissement public foncier, ce sont l'État, ce sont les financements à l'État. Alors, pas pour le local, puisque le système est différent entre l'établissement public foncier qui est régional, on va dire, et qui a un financement mixte entre l'État et la région, la collectivité, alors que l'établissement public local, ça fonctionne un peu comme un syndicat intercommunal. Donc, il collecte en fait les financements des collectivités pour pouvoir ensuite les redistribuer sur les projets. Très très bien. Thierry, tu voulais pas